Ulysse, les arts plastiques, un podcast de la direction des politiques culturelles de la ville de Champigny. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ulysse, merci d'être avec nous à bord de ce podcast. Nous sommes ravis de vous retrouver dans les pas d'un des plus grands mouvements de l'histoire de l'art du XXe siècle, le surréalisme. À noter que cette émission a été réalisée par Franck Gélibert en direct du studio d'enregistrement de la Maison pour tous du Bois-l'Abbé. Aujourd'hui, en compagnie de Carole Trémaud, professeure d'art plastique, d'histoire de l'art, enseignante en peinture, bande dessinée et manga, à la Maison des arts plastiques Claude Pauly, nous partons à la rencontre du surréalisme dans tous ses états, 1924-1945. Bonjour Carole. Bonjour Christophe. Alors Carole, dans le cadre de votre conférence d'histoire de l'art, nous allons tâcher d'éclairer, grâce à votre sélection, ce mouvement aux multiples facettes de ces artistes et de ces œuvres qui ont marqué leur époque et continuent d'interroger la nôtre. Alors pourquoi le surréalisme ? Alors en fait le surréalisme s'inscrit dans le thème des 4 écoles d'art et en fait la mécanique du rêve. D'accord. Donc les 4 écoles d'art de Champigny-sur-Marne, en l'occurrence le théâtre, la danse, La musique et les arts plastiques vont travailler sur ce thème toute l'année. Donc effectivement, le surréalisme s'inscrit complètement, pas tellement dans la mécanique, mais avec certitude dans le rêve, même s'il y a un passage par la machine. Et effectivement, j'ai trouvé judicieux de lancer ce type de cours. Très bien. Et donc du coup, si on doit commencer par une chronologie et remonter le temps, vous diriez que tout commence comment ? Alors, tout commence en fait avec un mouvement qui prend racine en fait lors de la Première Guerre mondiale et qui s'appelle le mouvement Dada. Alors c'est quoi le mouvement Dada ? Eh ben, le mouvement Dada, c'est, on pourrait dire, n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi est très important parce qu'en fin de compte, jusqu'à maintenant, l'art est régi par des règles extrêmement carrées, codifiées. On doit dessiner de cette manière-là, les personnages doivent être rationnels. De plus, on est dans un mouvement bourgeois, en tout cas, les dadas identifient comme une grande partie de la population la guerre de 14-18 bien sûr, comme étant un mouvement typiquement bourgeois. Donc il y a un rejet de toutes ces valeurs bourgeoises qui ont créé la guerre de 14. Donc du coup, c'est vraiment une réaction, le mouvement Dada naît en réaction par rapport à la Première Guerre mondiale, c'est ça ? Tout à fait. La première chose, c'est vraiment cette réaction par rapport à la Première Guerre mondiale, même si Dada commence au milieu de la Première Guerre mondiale, à partir de 1916 en général. Donc il prend ses racines à Zurich, avec un personnage qui s'appelle Tristan Tzara. D'accord. Et alors pour la petite histoire, on trouve ce nom en ouvrant un dictionnaire, en mettant le doigt n'importe où, et là on tombe sur Dada, mot utilisé par les enfants pour désigner le cheval. Parce qu'il y a une valorisation du hasard. C'est-à-dire que les Dada considèrent, comme plus tard les surréalistes le considéreront aussi, que en fin de compte, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est règles de peinture ou autre, tout ce qui n'est pas spontané est une valeur bourgeoise. Donc une valeur qui a amené à la guerre et qui a fait tant de morts. Donc pour se révolter, eh bien, ils vont rentrer dans une espèce d'irrationnel. Avec à l'origine, en grande partie, un nihilisme de tout. C'est-à-dire que le but de Dada, c'est de choquer. Ah d'accord. Et en un sens, c'est vraiment quelque chose qui marque encore aujourd'hui l'art contemporain, dans le sens où effectivement, ils vont créer les performances, par exemple, ces mouvements qui sont entre le théâtre et les arts plastiques, et puis, ils ont vraiment eu des règles, en fait, qui sont le rejet de la raison logique. Donc la logique, le rationnel, ça enquiquine. Ils veulent pas en entendre parler. Ils veulent pas en entendre parler. La mise en avant de l'esprit d'enfant, l'extravagance, la dérision et l'humour. Donc là où on avait des gens, donc la peinture était gérée par une académie encore, des gens extrêmement sérieux qui prônaient un art extrêmement rigide. Eux, au contraire, ils vont dans tous les sens.
Contre l'establishment, vraiment, il brise les règles. Il brise les règles et il s'oppose complètement à la bourgeoisie. La volonté d'être irrespectueux et extravagant. Donc, en fait, plus on va en rajouter. En fait, une bonne présentation de Dada. Alors, il se retrouve souvent dans différents cabarets, notamment le cabaret Voltaire. Et une bonne présentation de Dada doit se terminer par un scandale. D'accord. Et même s'il y a une petite bagarre derrière, c'est pas si mal. Ça en rajoute un peu plus, Oui, et c'est très bien, c'est une bonne publicité. Tout à fait. Ça a un D'accord. côté beaucoup moins bourgeois. Donc, il y a un rejet total, absolument total, de tout ce qui vient du passé, donc de toutes les règles du passé. Donc, un peu comme d'autres mouvements qu'on trouvera à la même époque, le futurisme, par exemple, a la même relation, mais en quelque chose de beaucoup plus organisé. Et puis, une recherche de liberté. Tout est accepté chez Dada. La liberté de langage est acceptée également. Et même certains artistes de Dada, alors, comme le surréalisme, on va voir que ces mouvements ont comme particularité regrouper un certain nombre de pratiques artistiques. Donc on touche à tous les genres. Exactement. Et même quand on est spécialisé dans un genre, c'est bien de changer de genre et d'essayer sur autre chose. Ça sera plus spontané. Donc effectivement, on va trouver des poètes, c'est le cas de Tristan Tzara. On va trouver des artistes plasticiens comme Picabia par exemple, et puis des gens qui font du théâtre, des gens qui font de la danse, et tout ça se mélange et tout ça participe. C'est un côté très potache en fait, on se retrouve, on fait n'importe quoi. Donc au sein de ce mouvement Dada, il y a un certain nombre des gens qui feront le surréalisme plus tard. Certains même passeront de l'un à l'autre. Alors néanmoins, on va voir que en tout cas au début, la grande majorité des surréalistes qui créent leur groupe officiellement en 1924 ont vraiment été des dadas à part entière. Ici, je vous montre par exemple André Breton qui joue les hommes sandwich pour Picabia. Picabia qui à ce moment-là est dada et suivra aussi André Breton dans le surréalisme, même s'ils se fâcheront assez vite, et où on voit vraiment que il y a tout un rapport à la provoque. Pour que vous aimiez quelque chose, il faut que vous l'ayez vu ou entendu, ce qui signifie quelque part, on juge simplement sur les critiques d'art et sur autre chose. Et puis, il y a vraiment un lien au public. André Breton n'est évidemment pas un plasticien, c'est vraiment un poète, un écrivain, mais ça ne va pas l'empêcher, on va voir, de faire aussi dans l'art plastique, de faire aussi dans d'autres choses. Il ne s'interdit rien. Il ne s'interdit absolument rien. Donc, pourquoi ils utilisent ce terme de surréalisme ? C'est tout simplement parce que ça a été utilisé par Guillaume Apollinaire bien avant le surréalisme, puisque le surréalisme commence en 1924, et que le pauvre Apollinaire meurt à la guerre en 1918. Donc, le surréalisme, qu'est-ce qu'il conçoit ? Donc, l'idée, c'est de... Alors, il n'y a plus cette idée de nihilisme, de provocation, même s'il y aura des provocations, mais l'idée, c'est vraiment de rejeter tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. Globalement, la plupart, en tout cas pour les peintres, mais comme pour les écrivains, on les voit là, on voit le nombre de surréalistes qui sont assez intéressants, puisque dedans on a Salvador voilà, Dali, Marx Ernst, Picasso, De Chirico, il y a vraiment énormément de monde. Giacometti aussi, Man Ray. Donc tous ces surréalistes, leur but c'est de faire table rase du passé. Pour reprendre une citation d'une chanson connue. Et de créer quelque chose de nouveau dont le but n'est plus ni le rationnel ni la morale, qui sont les garants des valeurs bourgeoises. À partir de là, en fait, eh bien, ils vont essayer de réconcilier le rêve et la réalité. Il faut que la réalité colle au rêve, il faut réussir à trouver dans son psychique ce qui est vraiment à l'origine de la psyché humaine et qui est le plus possible non influencé par la société bourgeoise. Alors, quand vous dites ça, moi, ça m'évoque forcément le rapport à Freud et à la naissance de la psychanalyse et des valeurs et de ce que Freud a peut-être apporté à l'époque. Est-ce que vous voulez dire par là que ça a nourri la réflexion créative et puis aussi d'engagement
de ces artistes-là? Oui. Bien sûr. Freud est vraiment au cœur de toutes ces choses. Alors même si lui n'y comprend pas forcément grand-chose, hein, André Breton, qu'on a appelé le pape du surréalisme, qui est le chef du mouvement, va rencontrer Freud. Alors, il faut remettre un petit peu les choses dans l'ordre de l'histoire et de la chronologie. Il y a eu cette grande guerre. André Breton est élève à l'école de médecine, hein, c'est un jeune médecin, il fait des études de médecine, de psychiatrie exactement. Il rencontre Aragon qui lui est ambulancier pendant la guerre, donc ils ne sont pas vraiment en première ligne. Et André Breton va très vite s'intéresser aux théories de Freud parce qu'il va y avoir tous ces gens dont on n'a absolument pas parlé pendant la Première Guerre mondiale, mais qui sont en fait des gens qui vont être fous. On a énormément de fous. On commence à les réhabiliter maintenant. Des gens qui ont craqué dans les tranchées et dont on ne sait pas trop quoi faire, mais il ne faut surtout pas les montrer. Et André Breton va s'occuper de ces gens. Aragon va les voir en étant ambulancier aussi. Et après la guerre, André Breton va continuer à essayer différentes théories sur ces gens, dont les théories freudiennes. Mais on va aller un petit peu plus loin après pour voir comment il va les utiliser. Après, il y a un certain nombre d'autres choses qui interviennent, hein. Donc, ce qu'on peut voir là aussi, c'est sur les surréalistes. Il y en a qui ont passé très très peu de temps en tant que surréaliste, hein. C'est le cas de Chirico, qui d'ailleurs n'a jamais été surréaliste, hein. Alors ça, c'est une grande particularité des surréalistes, c'est qu'ils transforment des choses en surréalisme, même des gens qu'ils n'ont jamais connus. Donc là, au départ, le point de départ de cette œuvre-là, c'était quoi? Parce que là, de ce qu'on peut voir, on peut s'imaginer aussi quelque chose qui aura ou qui aurait inspiré aussi le cubisme par la suite. Mais en tout cas, le départ de cette œuvre, c'est quoi? Le départ de cette œuvre, c'est toujours plus ou moins la même chose, hein. Chez Picasso, Cocteau l'avait très bien défini en disant Picasso, une gigantesque scène de ménage. En termes de thème, on est toujours dans la scène de ménage. Bon, de temps en temps, avec Guernica ou autre, on change un petit peu, mais globalement, les thèmes de Picasso sont les femmes, les enfants, l'amour et les engueulades. Donc on est très proche du cubisme, on est même très proche de ce qu'on verra après le cubisme, mais Picasso, qui s'intéresse un peu à tout, va se dire je vais faire un essai de surréalisme. Alors une grande particularité du surréalisme également, c'est qu'il n'est pas dans un mouvement formel. L'important, c'est le fond. D'accord. Donc en fait, c'est plutôt la manière de penser. Donc là, on voit effectivement ce côté qui pourrait sortir d'un rêve, qui pourrait être un peu dans tous les sens. Rappelons quand même qu'en 1924, Picasso n'en était pas au cubisme du tout, hein. On voit aussi que ce mouvement, il était là depuis longtemps. Il était là notamment à travers des gens comme Gustave Moreau, hein, et le symbolisme. Et puis, à travers des écrivains, hein, tels que Alfred Jarry, Arthur Rimbaud, Lautréamont, on va voir à quel point il a une importance énorme. Et donc, il y avait déjà une idée de ce surréalisme qui pourrait... une envie de sortir du rationnel. Hein, on voit là, avec Odilon Redon, qu'on est complètement avec ce cyclope, avec cet aspect flou un peu des choses, dans une sorte de rêve, ou du moins dans une mythologie qui est très proche de l'onirisme, hein. Oui, et puis on a l'impression que le regard du cyclope est plutôt doux. Alors on ne sait pas si son regard s'adresse à nous ou s'il regarde avec affection la jeune femme endormie, mais en tout cas, il n'est pas inquiétant. Voilà, donc c'est des choses qui ont été faites bien avant. Ni Gustave Moreau, ni Odilon Redon n'ont jamais été surréalistes, mais ils annoncent un peu ce retour en fait de quelque chose qui va être plus proche du rêve et qui va surtout sortir de ce qu'on appelle l'académie, hein. L'académie qui fait que le dessin est plus important que la couleur, qu'en fonction des thèmes on est classé différemment, qu'il faut dessiner comme ça et pas autrement. Et là on voit quand même qu'il y a besoin, à la fin de ce 19e siècle déjà, et au début du 20e siècle, il y a cette envie de sortir de ça. Et donc de lâcher prise. Exactement, de lâcher prise et de se laisser aller dans
dans une idée d'onirisme, et même le romantisme avait cet aspect-là. Hein. Donc ça c'est plus rigolo parce que ça fait effectivement partie, donc c'est Bosch, hein, ça fait le Jardin des délices, ça fait effectivement partie des grandes références que vont prendre le surréalisme, mais ça fait partie aussi de cet aspect vraiment unique dans le surréalisme, où de temps en temps, il transforme en surréaliste des gens qu'ils ont bien évidemment pas pu connaître. Hein. Oui, parce que Bosch, nous sommes sur un artiste du Moyen-Âge, Oui. et on peut s'interroger si lui-même n'était pas l'inventeur du surréalisme quelque part, si on regarde un peu cette œuvre, tellement elle est forte. Elle est forte parce qu'en pensant surréaliste. C'est vrai. Ouais. Après, il y a 1000 raisons. La réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi Bosch a peint de cette manière-là. Hein. Certains disent qu'en fait, il était attaqué par l'ergot de seigle, la maladie des ardents qui donnait des hallucinations. D'autres trouvent d'autres possibilités. Il y a quand même un lien assez fort quand même avec Bruegel dans la composition ou autre. Mais en tout cas, pour les surréalistes, c'est typiquement du surréalisme. Donc ça va vraiment devenir l'emblème du surréalisme. Bosch est un surréaliste, il ne l'a jamais su, mais il l'est. Et même en regardant ça, on s'interroge sur j'avais envie de dire la familiarité ou la ressemblance plus exactement avec ce que Dali proposera plus tard. Tout à fait. Il s'inspire directement. Dali va utiliser complètement ce système, mais tous en fait. Cette idée de créer des objets qu'on ne comprend pas, des bulles, des petits personnages qui sont dans les bulles, d'être vraiment dans un univers totalement imaginaire. Alors probablement qu'il y avait une lecture qui pouvait se faire à l'époque de Bosch qu'on a complètement perdue, hein. Notamment le rapport aux fruits. On voit qu'il y a beaucoup de fruits. Chaque fruit avait sa signification, hein. Il nous en est resté quelques-uns. Par exemple, la figue, c'est le sexe de la femme. D'autres, là, on voit des mûres, des framboises. Je ne peux pas vous dire ce que ça symbolisait. Mais en tout cas, ça va vraiment être une référence. Dali va reprendre des choses, mais pas seulement Dali. Chacun va s'en inspirer de différentes manières. Voilà. Alors là, je vous ai mis un tableau qui est probablement un des premiers tableaux que Picabia a fait en termes de surréaliste, hein, qui s'appelle L'Homme Nouveau, qui a été fait en 1924. Et là, en fait, on voit un Christ qui est présent sous forme de sculpture dans la cathédrale d'Amiens. Il va le faire exactement comme relativement ressemblant, mais en peinture évidemment. Et puis on va voir que dans cette même peinture, il va inclure d'autres éléments. Hein. Notamment, on a vraiment une impression de monstre, hein, c'est presque un extraterrestre qui est dans la tête du Christ. Il va utiliser des couleurs différentes et il va vraiment se rendre dans une idée de surréalisme en s'inspirant de choses déjà faites. Alors moi, je vois plus un visage de femme, peut-être celui de Marie-Madeleine, qui vient manger la tête de Jésus. On peut s'amuser à penser à ça ? Oui, on peut tout à fait s'amuser à penser à ça. Et puis de toute façon, pour reprendre quelqu'un qui a été un dada et un surréaliste, c'est-à-dire Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait l'art. Et je pense que c'est encore plus fort chez les surréalistes, parce que l'idée... de toute façon, on sait très bien que quand on a fini un tableau, il appartient à l'interprétation des autres. Les autres le verront complètement différemment. Mais chez les surréalistes, c'est vraiment important de renvoyer à l'inconscient. L'inconscient, c'est aussi les rêves, c'est aussi toutes ces choses. Et donc, effectivement, là, on renvoie à un certain inconscient puisqu'on y voit des choses différentes. Voilà. Ensuite, ces surréalistes, ils sont très organisés. Donc, André Breton, hein, je vous dis, alors il n'aimait pas quand on l'appelait le pape du surréalisme. Enfin, il se fâchait avec tout le monde, donc ça se comprend un peu. Donc, le chef du surréalisme, on va dire, crée en fait dans ce bouquin qu'est-ce que le surréalisme, le manifeste du surréalisme. Donc, un manifeste, hein, c'est tout simplement quelles vont être les règles du manifeste. Donc, la première règle que je n'ai pas évoquée là, c'est l'amour fou et la liberté. Alors, l'amour fou, ça ne veut pas dire que tout le monde va tomber amoureux de tout le monde, c'est qu'on doit être dans une communauté d'esprit, on doit être dans une relation amicale qui soit
totale, et dans une liberté totale. Après, il y a un deuxième aspect, ça c'est le désir, c'est-à-dire qu'effectivement, l'amour pour la femme, le désir le plus fort est par essence surréaliste, donc va être beaucoup utilisé. On le voit effectivement dans ce personnage qui est totalement fantasmagorique, qui est un visage avec une poitrine, un nombril et même un début de pubis, et puis on retrouve l'ovale du visage et le cou. Donc, par rapport à cette liberté et cet amour fou, qui sont un peu plus dans la poésie, on va retrouver vraiment 3 points dont on a un petit peu parlé, mais qu'on va organiser là plus d'une autre manière, qui est l'envie de changer la vie, en rapport à Rimbaud qui disait qu'il fallait embellir la vie. Rappelez-vous cette citation de Rimbaud qui disait « L'amour est à réinventer ». Deuxièmement, de changer le monde, marqué par les horreurs de la guerre de 14-18. Et je vous dis, c'est ce rapport où on accuse effectivement très fortement la bourgeoisie d'avoir créé ce massacre au profit des plus petites gens qui ont servi de chair à canon. Et puis, l'imaginaire, le rêve et le rapport justement à l'inconscient, à tout ce qui est irrationnel et hors moral, à travers les écrits de Freud, comme je vous dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont un lien en fait avec le fait que Breton a beaucoup étudié. Il a essayé en tant que psychiatre de faire marcher ses théories. Breton a été psychiatre. Oui, Breton a été psychiatre pendant la guerre de 14, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, pardon, je croyais qu'il était brancardier, j'ai confondu. Alors, le brancardier, c'était Louis Aragon. Comme quoi, je ne suis rien du tout. Tout à fait. On coupera. Non, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. On coupe, quand même, là. Alors, donc la guerre. La guerre qui est considérée comme une raison d'État, donc la raison d'État va très vite devenir la pire angoisse des surréalistes, avec tous ces soldats qui sont tombés dans les tranchées. Tout le monde a perdu des gens. Il n'y a qu'à voir, moi c'était il y a quelques jours, tous ces monuments aux morts et ces centaines de noms qu'il y a dans chaque village, dans chaque... Lors de la dernière commémoration, oui. Ouais. Est-ce que on peut dire que le manifeste d'André Breton mettait surtout aussi en avant le « plus jamais ça » par rapport à la guerre? Oui, mais en fait tout le monde le mettait à cette époque-là. Tout le monde le mettait. Même au début de la guerre, c'était la der des der, on n'en ferait pas d'autres. Donc effectivement, il y a le plus jamais ça, mais il y a surtout cette opposition à ces valeurs bourgeoises de la guerre. En fait, au bout du compte, on a tous appris que la Deuxième Guerre mondiale avait été créée par François Ferdinand, par l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. Ça semble plus que douteux, y compris au surréalisme. Vous voulez dire la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale. Là, on est toujours dans la Première Guerre mondiale. Le surréalisme s'arrête en 1945, mais ils vont beaucoup moins travailler sur la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a vraiment la guerre, c'est des valeurs bourgeoises, où on envoie les pauvres gens se faire tuer. Et du coup, il va y avoir un autre aspect qui va apparaître, qui est celui du communisme. C'est-à-dire qu'effectivement, pour cesser ces valeurs bourgeoises qui tuent les plus démunis, le système, c'est effectivement d'aller vers cette nouvelle idée qui est le communisme, et qui est donc le prolétariat qui va gérer les choses, et qui évidemment ne fera jamais de guerre. Bon, c'est plus que douteux aujourd'hui. Donc voilà pour la guerre. On voit par exemple à travers ce montage, ce collage de Paul Éluard. Donc ça, c'est pas une peinture, c'est un montage. Alors c'est un montage. Alors on avait moins de photos en 1924, là c'est en 1937. Donc en fait c'est un montage qui est fait avec des morceaux de gravure. D'accord. Et qui s'appelle « On tue comme on respire ». Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit à quel point les surréalistes vont rejeter complètement l'agressivité, la violence, à travers la guerre également. Puisque l'idée, c'est vraiment d'être solidaire. Il y a un côté hippie chez les surréalistes, c'est clair. Alors, le troisième morceau, celui en lien avec Freud, donc très curieusement, donc là vous avez une image, un collage de Baudelaire. Donc le collage est très important, tout simplement parce que
c'est en mettant des objets hétéroclites, pensons à Magritte qui a vraiment mis des choses où on voit par exemple ce parapluie avec un verre d'eau dessus et qui va créer des choses. Donc en mettant des choses les unes à côté des autres comme les collages, on va retrouver l'image du rêve. L'image du rêve qui sont des choses qu'on a vécues en général, entendues, mais qu'on va mettre dans un autre sens. L'imagination fonctionne à peu près de la même manière. Et là, on est vraiment dans la thématique de la mécanique du rêve. C'est vraiment... On est complètement dans la mécanique du rêve et on est complètement dans un ouvrage que Freud, beaucoup plus tard, a complètement nié, qui est l'interprétation des rêves. Donc, on ne le lit quasiment plus, mais à cette époque-là, Freud ne l'avait pas encore nié et le rêve, forcément, échappe à tout rationnel, tout... et n'est pas quelque chose qu'on nous a appris, c'est quelque chose de spontané. Alors celui-là de collage est particulièrement rigolo, comme la plupart des collages de Prévert. Enfin, c'est pas qu'il est rigolo, il y a des serpents partout, mais le contexte est plutôt marrant, puisqu'en fait, Prévert, qui rentre chez les surréalistes en 1925, en 1948 tombe accidentellement d'une fenêtre de la radiodiffusion. Il reste plusieurs jours dans le coma. Et puis, il reste longtemps en convalescence et ne sachant pas dessiner et voulant montrer tout ce qu'il ressent, eh bien, il va faire tous ses collages. À tel point, ils vont être tellement réussis que Picasso dira de lui, il ne sait pas dessiner, il ne sait pas peindre, mais il est peintre. Donc ça va être... Et ça aussi, c'est vraiment important dans le mouvement surréaliste. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est un poète qu'on n'a pas le droit de faire des œuvres plastiques. C'est pas parce qu'on est un plasticien qu'on n'a pas le droit de faire de la poésie. Et d'ailleurs, Picasso va faire de la poésie à cette époque-là. On connaît très bien Magritte qui va mettre du texte dans ses peintures. Donc, c'est vraiment l'idée que on est tous en commun, on essaye tout parce que tout est spontané. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Alors là, nous avons ce que nous appelons un objet surréaliste. Celui-là a été fait par André Breton. Donc cette idée de créer un nouveau langage aussi, qui fait partie du surréalisme, un langage qui serait simplement un peu hasardeux, où on mettrait différents éléments les uns à côté des autres, et qui voudraient dire quelque chose. Ce qu'on retrouve très fort chez Magritte, et ce qu'on retrouvait tout à l'heure dans les collages de Prévert. Donc tout le monde s'y... Alors il y a beaucoup d'exercices comme ça en commun chez les surréalistes. Un peu comme un groupe de potage même d'enfants qui se donneraient des petits exercices. Et là, en fait, ils vont créer un certain nombre d'objets surréalistes. Donc des objets qui sont par essence totalement inutiles, mais qui en mettant côte à côte, dans ce cas-là en tout cas, des choses, vont raconter des objets, enfin les objets sont souvent hétéroclites, vont raconter quelque chose. Et là, qu'est-ce que ça raconte du coup alors, Carole ? Eh bien, ça raconte une histoire d'œuf, donc l'œuf qui est à l'origine. Là, on voit des... Alors, le problème, c'est que je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Là, on voit des ailes. Donc, les ailes, c'est aussi un peu l'idée de l'oiseau. L'œuf, j'imagine, donc effectivement, un œuf, qui de l'œuf ou la poule a commencé. On retrouve la présence de l'œuf très forte chez Matisse aussi. Donc, l'œuf, c'est aussi un peu la création. Plus tard, on verra un artiste comme Piero Manzoni qui prend des œufs et qui les scie en disant voilà, début de création. Donc, et puis après, il y a une photo, mais je ne vois pas exactement ce que c'est. Donc, je ne peux pas aller tellement plus loin, mais on va voir d'autres montages, d'autres choses par la suite. Donc, ces objets sont créés autour d'une phrase de Lautréamont qui est vraiment l'origine de l'esthétique et de l'idée de beau chez les surréalistes. Cette phrase, c'est une phrase sur laquelle tous les étudiants des Beaux-Arts ont planché, enfin depuis 68. Avant, c'était un peu plus classique, qui est beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Tout est là, tout est dit. Tout est absolument dit. C'est-à-dire des choses parfaitement hétéroclites qui n'ont rien à faire ensemble. Soyons clairs, un parapluie n'a rien à foutre sur une table de dissection, ni une machine à coudre, mais ces trois éléments, les uns mis à côté des autres, vont créer une histoire. Donc ce hasard, en fait, cette chose qui n'est pas rationnelle, qui est totalement dans le hasard, va créer une poésie. Donc c'est Isidore Ducasse, dit du comte de Lautréamont, qui
lui non plus n'a jamais rencontré les surréalistes parce qu'il est mort bien avant, il est mort en 1870, va devenir vraiment le fer de lance. On le retrouve très fort chez tout le monde. Dali n'arrête pas de l'utiliser. Magritte en fait vraiment la base de son travail. Et presque tous les surréalistes sont dans cette histoire. Et on peut aussi dire que c'est le début d'un vrai art moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, même de l'art contemporain, qui est, voilà, je vais mettre une chose à côté d'une chose et ça va dire autre chose. Donc, à travers ce hasard, on a vu l'objet surréaliste. Alors, il y a des objets surréalistes totalement délirants, hein. On peut dire que les ready-made de Duchamp font partie de ces objets surréalistes, hein. Alors on peut dire, bon voilà, Duchamp va acheter un sèche-bouteille, il le met dans un musée et c'est une œuvre d'art. Tout le monde crie à l'horreur. Sauf que Duchamp regarde tout le monde en disant, voilà, on a deux choses hétéroclites, le sèche-bouteille ou l'urinoir et le musée. Et soyons clairs, si on va à Beaubourg où il y en a quelques-uns, eh ben on les regarde tous comme une œuvre d'art. Donc il arrive à nous piéger, ça c'est le côté très malin et très espiègle de Duchamp. Donc un autre aspect de ce hasard, alors là encore plus hasardeux, là on a vu les objets surréalistes, mais dans l'idée du hasard et du non contrôlé, du lâcher-prise total. Alors Carole, maintenant vous allez nous parler de l'écriture automatique. Alors l'écriture automatique, c'est quelque chose qui a une grande importance dans le surréalisme et qui a pour but de faire sortir des choses inconscientes. Ça pourrait s'apparenter à l'hypnose ou à différentes choses. C'est vraiment une technique. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'en fait, les surréalistes n'avaient pas spécifiquement de technique, qu'en fait, le plus important, c'était l'idée. Mais on va voir quand même qu'au sein des plasticiens, et même l'écriture automatique, ça fait partie ça va toucher aussi les écrivains, on a des techniques qui vont apparaître. Alors, pour les écrivains, puisqu'à l'origine, quand même, le surréalisme est un mouvement littéraire, on va voir qu'on écrit... Alors, comment écrire de manière automatique? C'est pas forcément simple, hein. Alors, on peut écrire ses rêves, mais c'est pas tout à fait automatique. L'idée, c'est vraiment d'écrire sans réfléchir au fur et à mesure. Un deuxième type d'écriture automatique qu'on connaît tous, parce qu'on l'a tous fait à l'école, c'est ce qu'on appelle le cadavre exquis. Le cadavre exquis, j'écris une première phrase, la cage. On a tous joué à ça quand on était petit. Oui, C'est-à-dire on essaie de faire tous une phrase, on se met tous autour d'une table, chacun écrit un sujet, puis on ferme, on passe le mot à son voisin, on écrit un verbe, on passe à son voisin, et ainsi de suite. Et après, on a une phrase tout alambiquée, c'est ça? Tout à fait. Une phrase qui veut dire quelque chose, mais qui est complètement absurde. Et donc, on peut le faire aussi avec le dessin. Donc, il va y avoir des cadavres exquis pour la littérature et pour le dessin. Et puis après, ils vont faire des essais, par exemple, mais quelquefois 4-5 heures d'affilée, hein. Éluard et Soupeau et Breton arrivent à passer 5 heures à écrire des choses sans réfléchir. C'est-à-dire que toutes les phrases qui leur viennent à l'esprit, ils les mettent bout à bout. Et après, les peintres vont... Alors, les surréalistes font beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire qu'ils font vraiment des jeux en commun, ils travaillent en commun. Il y a vraiment un groupe. C'est vraiment un groupe au sens copain du terme. Donc, le cadavre exquis va prendre beaucoup d'importance. Ils vont se retrouver et faire des cadavres exquis autant en littérature qu'en art plastique. Et puis, il va y avoir vraiment aussi ce truc de l'écriture automatique comme font Breton, Éluard et Soupeau sans cadavre exquis, avec le dessin. C'est le grand truc d'André Masson, par exemple. Alors, pour le comprendre, c'est pas simple, parce que se dire je dessine n'importe quoi, sans réfléchir ou autre, en fait, on peut le comprendre parce qu'on le fait tous. On a tous, à un moment donné, été au téléphone, et on dessine, on gribouille des trucs. C'est ça, en fait, l'écriture automatique. On va gribouiller des trucs qu'on va quelquefois remettre un petit peu en forme pour que ça soit un peu plus joli. Et face à ça, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde va y voir quelque chose, hein. Parce que c'est notre inconscient qui parle, ou plutôt c'est notre inconscient qui nous fait parler. Exactement. Il fait parler le stylo ou le crayon. On suscite l'inconscient du spectateur. Par l'inconscient d'André Masson, en l'occurrence, de l'artiste, on suscite l'inconscient
du spectateur, ce qu'on fait toujours en général. Voilà. Alors, d'autres travaux qui se font avec tous les surréalistes. Je vous ai parlé de ce côté copain, ce côté travail ensemble. Là, c'est une série de cartes postales surréalistes qui sont de surplus garanties surréalistes. C'est-à-dire qu'elles ont été fabriquées par les artistes eux-mêmes. Voilà. Donc, les 21 surréalistes vont chacun faire leur carte postale. Alors, avec différents moyens, du collage, du dessin. On y retrouve la carte postale qu'on a vue de Paul Éluard, On tue comme on respire, mais on en trouve bien d'autres. Ici, nous avons la carte postale de Pablo Picasso, où on voit ces différents éléments, donc toujours l'idée d'objets hétéroclites mis les uns sur les autres, avec un poisson, une espèce de pieuvre en dessous, des petits personnages au-dessus, une tête de chameau, je ne sais pas quoi. Donc vraiment, il est complètement dans le surréalisme pour faire sa carte postale. La carte postale de Duchamp, alors toujours ce côté espiègle de Duchamp, avec ampoule contenant 50 centilitres d'air de Paris. Surtout quand on habite Paris, c'est super utile. Donc ces objets, là on a vraiment l'idée d'un objet surréaliste, des objets qui ne servent à rien, des objets absurdes. Là, nous avons un montage, un collage en fait, un montage avec différents morceaux de magazines de Nuche Éluard qui s'appelle Le Bois des Îles, où on voit où tout est un peu dans une espèce de rêve, où les poissons montent, où il y a des femmes nues qui sont à travers les arbres. Ici, un montage, en fait, c'est une sorte de collage en gravure de Hans Bellmer qui va en faire énormément avec des poupées, qui s'appelle Deux demi-sœurs et qui est en fait effectivement deux demi-mannequins collés l'un sur l'autre et qui crée une étrangeté assez particulière. Et là, là, je ne les ai pas toutes mises, il y en avait un paquet, la carte postale de Dora Maar, où on voit que là, elle va jouer sur l'aspect photographie en labo, où en fait on voit que ça se trouve probablement, je dirais, sur la place des Vosges, et elle a en labo bougé le négatif pour créer des choses qui sont hors réalité. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment très beau. Alors là, nous avons un sein dans l'œil. Voilà, en fait, c'est pas vraiment un œil, c'est un livre. Ah, c'est un livre ? Ouais, c'est un livre qui s'appelle Prière de ne pas toucher. Alors, j'ai pas mis toutes les pages. Donc, c'est un livre construit par Marcel Duchamp. C'est peut-être le début des premiers livres d'artistes, ces livres éphémères qu'on voit, qu'on fait de plus en plus, et qui sont tirés à quelques exemplaires. Et en fait, qui représente effectivement un saint, donc prière de ne pas toucher. Prière de toucher, évidemment, c'est à mourir de rire, dans des techniques mixtes. Et puis quand on l'ouvre, on a un certain nombre de collages qu'a fait Duchamp, que je n'ai pas mis là. Voilà. Et puis arrivent en fait les grands plasticiens, enfin ceux qu'on connaît le plus, Magritte et Dali. Donc un Belge et un Catalan. Exactement. Qui arrivent autour de 1929 et qui vont vraiment se lancer dans ce qu'on connaît le mieux aujourd'hui. C'est plus, disons que dans le cadre de Dali comme de Magritte, c'est plus vraiment de l'ordre de l'expérimentation. C'est vraiment toujours cette même idée de Lautréamont, beau comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection. Donc des éléments mis les uns à côté des autres. Là, on voit très bien que, par exemple, dans Le Grand Masturbateur de Dali, qu'on verra un petit peu plus et en plus en détail, on a vraiment des éléments qui n'ont rien à voir les uns les autres, mais qui créent quelque chose, comme cette espèce de chose floue, cet élément un peu architectural, cette femme qui se transforme en chose jaune, et puis en dessous, cette espèce de criquet qui est là et ces petits personnages. Pour Magritte, c'est encore pire. Là, on a carrément trois choses qui n'ont absolument rien à voir avec elle, au-dessus d'un paysage on ne peut plus classique, avec
le torse d'une femme nue qui n'a ni tête ni jambes. À la Vénus de Milo, alors? Peut-être la Vénus de Milo, mais c'est pas vraiment la Méduse de Milo, parce que la Méduse de Milo, elle a un bras un peu plus long. La Vénus de Milo, elle a un bras un peu plus long, un peu lent. Le trombone qui est là, et une chaise. Donc dans le ciel, ça semble assez pas simple. Donc regardons d'abord plus en profondeur le grand masturbateur. Donc le grand masturbateur, on dirait que c'est à la fois... Donc on voit le bas du corps de Dali, c'est normal, c'est une histoire de masturbation. On voit cette femme qui est là au niveau de son Vous dites que c'est le bas du corps de Salvador Dali pour Oui, vous. Probablement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça s'appelle le grand masturbateur, et Dali a quand même un sens du narcissisme très élaboré. Le fait qu'on sache qu'il était aussi impuissant fait que son sexe minuscule par rapport à l'idéal féminin qu'il mettait au-dessus de tout, peut effectivement nous faire penser au corps du peintre lui-même. Oui, vous avez raison. Tout à fait. Donc ça peut, et c'est très souvent le cas. Même dans cette espèce de forme jaune qui représente aussi un portrait, beaucoup y ont vu aussi un autoportrait de Dali. Et puis ces éléments, donc ce criquet, et là cette petite chose noire qu'on voit mal, ce sont des fourmis. Alors pourquoi des fourmis, Carole? Dali déteste les fourmis, c'est la chose qu'il déteste le plus. Il l'associe, c'est vraiment pour lui le symbole de la putréfaction, le symbole de quelque chose qui est vraiment le pire, quelque chose de très sale et d'ignoble. Et pour l'exorciser, il le met dans sa peinture, mais aussi dans plusieurs de ses œuvres. Ah oui, c'est quelque chose de récurrent. On retrouve les fourmis partout. Il y a une idée de toute façon chez Dali d'une envie d'immortalité. Donc essayons de grignoter. Et si on évite la putréfaction, peut-être qu'on évitera la mort. Après, Dali est quand même vraiment un sens de la mise en scène qui est assez extraordinaire. Voilà. Et puis, là, on revient sur Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Alors, celui-là, tout le monde l'a vu, c'est le plus connu. Il y a énormément de reproductions partout. Alors, il ne s'appelle pas « Ceci n'est pas une pipe ». Il s'appelle la trahison des images. Alors, trahison des images. Pourquoi la trahison des images? Tout simplement, en fait, parce qu'une pipe dessinée, ce n'est pas une pipe. Tout simplement. Ce n'est que l'image d'une pipe. Elle a beau avoir l'air d'une pipe, on ne peut pas la fumer, on ne peut pas la prendre dans sa main, on ne peut pas la bourrer, on ne peut pas y mettre du tabac. Donc ce n'est pas une vraie pipe, c'est une illusion de pipe. Et ça, c'est vraiment super intéressant, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'art moderne, dans l'art contemporain, cette idée que le dessin, c'est pas une chose réelle. Quand on voit un personnage, c'est pas un personnage réel, il est en 2D. Le peintre et le dessinateur sont des illusionnistes qui font croire que c'est quelque chose. Et vraiment, on va le retrouver absolument partout, et surtout dans l'art abstrait qui commence à peu près à la même époque, mais pas au même endroit, qui est que finalement, si je dessine quelque chose, quel est l'intérêt que ça soit figuratif, puisque de toute manière, ça ne sera pas vrai. Alors que par contre, je peux faire du vrai. C'est ce vont faire ceux qu'on appelle les irascibles à New York, les expressionnistes abstraits. Je peux faire quelque chose de vrai en mettant simplement de la couleur que j'étale avec des poils d'animaux, en l'occurrence des pinceaux, sur du tissu. Donc il va y avoir vraiment toute une recherche du vrai à travers ça qui est « je ne veux pas ». Et même dans le cubisme, où on a la même chose, on ne veut plus faire de l'illusion, c'est passé. C'est pas non plus un hasard si à la même époque, on a inventé un truc terrible qui s'appelle la photo. Et que tous ces gens font de la photo. Voilà, alors là, une petite analyse d'un tableau de Magritte, juste pour comprendre un peu le fonctionnement du surréalisme. Donc on voit 3 espèces de grosses cloches, grelots, quelque chose comme ça. Ou des œufs, pour reprendre la tradition. Non, vous voyez plus des cloches. Alors en fait, peut-être que j'y vois plus de cloches parce que ça s'appelle la voix des airs. D'accord. Donc il y a une idée de sonore. Voilà.
tout ça mis dans un paysage totalement pastoral, on ne peut plus classique, hein, vraiment peint comme on pouvait encore peindre les choses quand il y avait encore le salon, et qui est peint d'une manière académique. Donc on se rend compte que Magritte s'inspire d'un peintre que les surréalistes ont considéré comme surréaliste, mais pas lui, et qui s'appelle De Chirico, qui va simplement mettre des éléments différents, hein, des éléments hétérogènes les uns à côté des autres, pour créer une certaine poésie. Hein. Ici, on a un buste, un gant, une balle. Voilà une grande influence de Chirico sur le surréalisme et plus particulièrement sur Magritte. On voit ici, j'ai isolé simplement le paysage. Hein. Plus classique, c'est difficile à faire. Hein. Même les impressionnistes sont des avant-gardistes à côté de ça. Donc il reste vraiment dans une technique on ne peut plus classique, où il va introduire ces gros lots. Alors pour moi, c'est des gros lots. On pourrait dire aussi que c'est des haut-parleurs, hein, tout simplement. En tout cas, l'idée que ça soit la voix des airs, ça rapproche quand même à une idée de son. Alors, ensuite, j'ai fait à peu près la même analyse pour avoir quelques tableaux analysés quand même. Hein. Donc là, c'est Yves Tanguy dans Palais Promontoire, qui se trouve aujourd'hui au musée Guggenheim. Donc c'est une petite toile où on va retrouver quelque chose qu'on trouvera plus tard chez Dali et qui est quelque chose de l'ordre du mou, du liquide. Donc c'est une toile qui est dans les tons gris. Hein. Il n'y a qu'une petite cheminée qui est un peu bleue. Bleu, oui. Bleu cyan, un petit peu comme ça, ouais. Et qui donne cet aspect relief, hein, du coup, qui a un peu plus de relief à la toile. Tout à fait. À partir du moment où on va mettre un élément en couleur, on va le faire ressortir. Donc là, on voit en fait toutes ces formes molles. Hein. Oui, vous avez raison, qu'on retrouve après avec les montres molles de Dali, c'est ça ? Exactement. Alors Dali va le refuser jusqu'au bout, mais comme c'est un peu antérieur aux montres molles, on va voir les montres molles après, hein, on a en fait cet aspect mou qui pour la première fois apparaît dans le surréalisme. Voilà, là on regarde de plus près ces formes qui n'évoquent rien. Et puis ces impressions, mais pareil, hein, c'est l'inconscient du spectateur et son besoin de sens qui va voir peut-être dans ces petites formes des personnages. Mais rien ne dit que Yves Tanguy a voulu donner un sens précis à ces formes-là. Tout à fait. Voilà. Donc les voilà, les montres molles. Hein. Donc Dali va créer toute une histoire pour que surtout ça soit pas Yves Tanguy qui a inventé le premier les choses molles. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi la montre molle parce que la montre c'est ce qui donne le temps. Et si le temps est mou, ben ça veut dire qu'il peut ne pas exister ou s'étirer, se rétracter. Il y a plein de possibilités par rapport à ça. Et donc ce retour aussi, ou en tout cas cette idée de l'immortalité, puisqu'à partir du moment où on arrive à maîtriser le temps et donc à le tordre et le distordre, nous sommes immortels. Ah ben là, on est même complètement dans une idée de l'immortalité. Hein. Bon, à part le fait qu'on retrouve sur une des montres, je pense montre Gousset, nos fameuses fourmis, mais qui vont pas très loin, mais qui rappellent un peu comme une vanité la décomposition. On voit cet olivier, hein, l'olivier est un arbre qui vit très très vieux, un olivier mort, mais qui existe quand même avec la montre dessus. Et puis, derrière, en fait, ce paysage catalan qui, lui, est on ne peut plus classique. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'il a peint Cadaqués ? Oui, c'est tout à fait Cadaqués. Ça fait partie des vues de Cadaqués. Donc oui, bien sûr, dans cette idée-là, il y a l'immortalité. Donc son village natal, en fait. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que dans son village natal, qui est Cadaqués, l'immortalité, ils se sont protégés dans cet environnement-là, où effectivement le temps n'a plus de prise sur lui. Alors, on pourrait avoir cette idée-là,
Mais connaissant Dali, je pense qu'on le connaît tous, ne serait-ce que pour ses pubs sur le chocolat, je pense qu'il y a une vraie envie, alors peut-être c'est plus de la provoque qu'autre chose, d'atteindre l'immortalité, Voilà, c'est clair. tout simplement. Même si c'est à travers le fait d'être le plus connu possible, hein. Donc là, je vais peut-être être un peu méchante avec Dali, mais je crois que c'est plutôt de la mégalo, hein. Après, Cadaqués, c'est aussi l'endroit où il vivra la plupart du temps, hein. C'est quand même le seul artiste qui va créer un musée de son vivant. De son vivant, et qui est Et pas un magnifique petit. d'ailleurs, qui est magnifique. Voilà. Alors, parallèlement, à partir de 1937, donc le surréalisme, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui sont revenus, va connaître l'arrivée de nouvelles personnes qui ne sont plus, qui viennent pas de France, qui viennent d'ailleurs, et qui vont là aussi créer des techniques. Alors, pas des techniques classiques, hein, de peinture, on ne peut pas parler des techniques qu'on va développer dans le cubisme, mais des techniques qui ont un lien avec le hasard et l'inconscient, hein. C'est le cas de Wolfgang Palan, qui va peindre avec de la fumée, et donc va créer des personnages et des scènes à partir de cette fumée qui va un peu dans n'importe quel sens, hein. À côté de ça, Gordon Onslow va créer ses coulages, en fait. Donc, pareil, des techniques qui s'appliquent au surréalisme. Donc, Gordon Onslow ? Onslow, oui, excusez-moi, je l'ai mal prononcé. Redis-le. Gordon Onslow. Et donc, il va faire des tracés. C'est un peu le précurseur de Jackson Pollock, hein. Il va faire des tracés en baladant un pinceau tout autour au-dessus de sa toile. Un peu comme l'écriture automatique à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, en dessin automatique ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de susciter le hasard. D'accord. Il suscite le hasard. Alors effectivement, Pollock arrivera à beaucoup plus susciter le hasard, parce que là, on voit qu'il suscite le hasard avec certains traits, mais une fois que ces traits sont faits, il va créer quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé, hein, alors que Jackson Pollock gardera les choses telles quelles. Mais effectivement, même Breton va considérer que l'expressionnisme abstrait des irascibles new-yorkais, donc Jackson Pollock, Rothko, de Kooning, et la suite du surréalisme. Eux, un peu moins. Voilà. À côté de ça, on voit aussi arriver d'autres surréalistes presque abstraits, enfin un autre surréaliste presque abstrait, qui est Robert Mata. Robert Mata qui, lui, vient du Chili, hein, et qui va être associé au surréalisme. Alors là, j'en ai mis moins, mais on a aussi quelqu'un qui va être associé un peu à son corps défendant au surréalisme, c'est Frida Kahlo. Oui, bien sûr. Frida Kahlo qui ne veut être qu'une peintre mexicaine et n'exposer qu'au Mexique, et qui en fait commencera à exposer à Paris avec les surréalistes. Et son parcours de vie, est lui-même surréaliste à Frida Kahlo. Elle est complètement surréaliste. C'est plus la réalité, tout est mélangé. Et puis comment elle va l'utiliser, c'est fabuleux. Une autre toile de Mata, parce que je les trouve particulièrement magnifiques. Alors, Max Ernst. Alors Max Ernst, il a fait partie des Dada, et c'est vraiment un des peintres qui arrive dans les débuts du surréalisme, hein. Donc on voit un petit peu la manière dont il travaille avec cette énorme main qui va sortir d'une toute petite fenêtre, et puis ces oiseaux. Ça, c'est en fait une couverture pour un livre sur Oedipe Roi. Donc encore du Max Ernst, parce que je trouve ça assez magnifique, hein, qui sont pareils, des gravures en collage, qui vont raconter des histoires. Donc Max Ernst fait vraiment des livres où il raconte des histoires, où il montre des choses qu'avec des collages. Voilà, une sérigraphie dans le même esprit. Et toujours, en fait, l'idée de prendre... Là, on est complètement dans l'idée du rêve, hein. Si le rêve est un certain nombre de morceaux de réalité mis dans un autre sens, les collages de Max Ernst plus particulièrement, prennent un certain nombre de gravures et les mettent dans un autre sens. Alors là, nous arrivons à une toute autre classification de l'intervention des surréalistes, c'est la performance. Est-ce que je me trompe ?
Oui, c'est la performance. Enfin, ça, c'est des là, on voit Dali faire une performance. Oui, c'est une performance. Donc, c'est une grande exposition qui a lieu en 1938, qui évidemment va faire un scandale effarant. Faut Donc, dire un an avant le début de la Seconde Guerre mondiale. exactement. Et on se sentait bien évidemment, j'imagine, en tout cas les artistes de l'époque pressentaient la montée du nazisme qui avait débuté en 1936, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en tant que chancelier. Et du coup, est-ce que déjà le goût de la provocation de Dali et de ses amis était justement d'accentuer un petit peu cette effervescence contre un système déjà qui commençait à rugir un petit peu en Europe et surtout en Allemagne? En fait, à cette époque-là, ils sont pas tellement en lien, ils sont au courant par le journal et autres, mais ils sont pas tellement inquiétés. Autant on va avoir en Allemagne l'exposition des artistes dégénérés. En 1938, les artistes allemands souffrent déjà beaucoup. Beaucoup sont partis, soit en Suisse, soit aux États-Unis ou autres. Là, ils vont partir, mais ils attendent encore un an ou deux. Et il y a une provocation, mais qui est la provocation habituelle. Des surréalistes. Voilà. Et ils se font une énorme exposition. Donc, pour vous donner un petit peu un exemple de cette exposition, là, on a Dali, le taxi de Dali qui commençait l'exposition. Oui, André Breton avait demandé à Duchamp qui est le spécialiste des idées rocambolesques, d'être commissaire d'exposition. Donc il y est allé carrément. Là, on a donc un taxi que Dali a mis au milieu de la cour, enfin que Duchamp lui a demandé de mettre au milieu de la cour. Là, on voit un modèle et un mannequin dessus qui ne devaient pas y être, puisque ça, c'est un autre moment où il a exposé. En tout cas, c'était une voiture dans laquelle on avait mis des mannequins. Ah oui. Et en même temps, des escargots, mais beaucoup d'escargots. Alors pourquoi des escargots, Carole? Eh bien parce que toutes les 5 ou 10 minutes, il y avait des jets brumisateurs qui se lançaient dans le taxi, donc pas à l'extérieur. Et là, tous les escargots envahissaient la voiture. C'est-à-dire que la vapeur d'eau était projetée sur les mannequins, exactement, sur lesquels les escargots trouvaient évidemment un épanouissement total, et ils montaient et descendaient au gré de la vaporisation de ce brumisateur. Et puis ils envahissaient tout le truc. Je crois que j'ai une image là. Voilà. Ah oui, ils envahissaient tout le taxi. Donc ça permettait, c'était presque de l'art cinétique en fait, puisque les escargots bougeaient, ils rentraient dans leur coquille quand il n'y avait plus d'eau, dès qu'on lançait l'eau, hop, les escargots partaient dans tous les sens. À côté de ça, donc il y avait un très grand espace. Duchamp, lui, décide, dans une espèce de grotte souterraine, où c'était le musée des Beaux-Arts, mais ils avaient occulté les fenêtres. Il accroche 1200 sacs de charbon au plafond. Il distribue aux visiteurs des petites lampes de poche. Et en fait, chacun va visiter comme dans une grotte ces choses. Il y a d'autres œuvres qui apparaissent en bas. Et donc, on force le visiteur à changer d'attitude, puisqu'en fait, il ne voit rien avec tout ce charbon accroché au plafond. Dans le même temps, ils vont distribuer à chacun des surréalistes, enfin ceux qui veulent, je ne vous ai pas tous mis là, un mannequin. Donc le mannequin est plus ou moins pareil, et chacun va devoir en faire une œuvre d'art, donc l'habiller de différentes manières. Donc là, je vous en ai mis 3 différents. Et puis on va voir les plus connus, en l'occurrence le mannequin d'André Masson, avec sa tête dans une cage, le mannequin de Salvador Dali et le mannequin de Man Ray. Donc même Man Ray, qui n'avait rien à voir avec le dessin ni la sculpture, va faire son propre mannequin. Breton va le faire, ils vont tous faire leur mannequin. Alors je ne les ai pas tous mis, j'ai mis les plus intéressants, mais globalement, c'est ça va avec le cadavre exquis, tous ces jeux comme ça qui se donnent et qui deviennent de l'art. Alors, un autre surréaliste qui arrive plus tard, qui est Miro. Donc là, on voit la manière dont il va traiter un intérieur hollandais, où en fait il va
bousculer les choses, et cet intérieur hollandais classique du XVIIe siècle va devenir quelque chose de complètement surréaliste, avec des formes qui s'entrechoquent. Mais pour voir un peu que le surréalisme n'a pas touché que Paris, puisque Miro est à Barcelone à ce moment-là. Un autre Miro, parce que je trouve ça assez étonnant. Et on voit en fait que Miro, à l'époque du surréalisme et même après, a besoin d'un déclencheur, un grain de poussière, une forme, n'importe quoi. Et à partir de là, il va créer tout un monde. Et puis intervient la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a déjà l'élection d'Hitler comme chancelier en 1933. Ça ne rassure pas. J'ai dit 36, donc il faudra couper tout à l'heure. Je me suis trompé, j'ai dit 36. Ah oui, oui, bon, c'est pas grave. Et donc, on reprend. C'est 36 ou 33 ? Il est en 33. Donc c'est moi qui me suis trompé. Comme chancelier. On vérifiera, parce que je peux... Donc voilà, là nous avons un dessin de Victor Brauer qui s'appelle Hitler, Bronner plutôt, qui s'appelle Hitler. Et on voit comment il a traité Hitler, et puis cette peur d'une seconde guerre mondiale. Et là, il va y avoir... Alors, beaucoup de surréalistes du début sont partis, ou du moins ont créé leur propre surréalisme. C'est le cas de Magritte, qui ne veut plus entendre parler de Breton et de bien d'autres. Là, Brauner, qu'on a pu voir dans une exposition il y a peu de temps, va vraiment dire de manière picturale ce qu'il pense d'Hitler. C'est le même cas pour Max Ernst, mais de manière un petit peu plus délicate, puisque c'est pas du tout évident quand on voit ce personnage qui s'oppose à la guerre et qu'il y a une œuvre codée. Voilà, il dénonce en fait la guerre, et quand on regarde, on se rend compte que le personnage a la forme d'une croix gammée. Eh oui. Là, c'est un artiste surréaliste très peu connu, parce que lui, il est allemand, même s'il s'appelle John Arfield, il a pris un nom anglais parce que les Anglais étaient mal vus en Allemagne à cette époque-là, va faire que des collages, et que des collages très politiques, et dirigés directement vers Hitler, vers Himmler, contre le nazisme en général. Donc, je vous ai mis ces petits photomatons, parce que justement le photomaton, c'est quelque chose qui apparaît avec les surréalistes, et ils vont adorer les photomatons. Tout le monde se prend en photomaton, on fait tous les andouilles, remarque, ça n'a pas changé, on continue à faire les andouilles devant des photomatons. On peut imaginer qu'ils auraient à notre époque adoré Snapchat et toutes les, peut-être certaines applications avec lesquelles ils auraient pu créer aussi Tout à des fait. œuvres. Oui, et puis les selfies, Exactement. Et puis cette capacité à avoir des... Donc oui, cette immédiateté des choses est très, très rigolote. On voit même là Dali, qui, dans le phénomène de l'extase, qui va se servir des photomatons pour faire différents montages. Un des rares collages de Dali que je trouve très beau. Alors que je ne suis pas forcément une fan de Dali. Voilà. Ici, un portrait de Magritte qui prend tout seul avec un déclencheur souple. Que je trouve intéressant, parce que c'est aussi l'arrivée des peintres à la photographie. Là, nous avons Claude Cahun et sa compagne Marcel Moore, qui en fait, qui n'est pas son vrai nom, ni Claude Cahun ni Marcel Moore, qui sont Lucie Schultz et Suzanne Malherbe, qui vont lutter énormément et à leur niveau contre le nazisme, et qui seront aussi, pareil, assimilées plus tard. Donc elles seront jamais qu'elles sont surréalistes, mais les surréalistes les assimileront au mouvement. Voilà, Man Ray, je pense que vous connaissez cette photo. Cette œuvre qui a fait le tour du monde et qui met le corps féminin à son apogée et en évidence dans toute sa splendeur à travers un violoncelle. Voilà, c'est la transformation de Kiki de Montparnasse qui était la copine. C'est pas le violoncelle, pardon, c'est le violon, à travers le violon. Mais bon, vu la taille, on pourrait bien dire un violoncelle. Voilà. Là, aussi des techniques qu'on utilise par rapport... des techniques photos qui ont été utilisées, qui sont souvent des erreurs photos, mais qu'on va travailler pour en faire du surréalisme. Là, on est complètement dans cette idée de la montre liquide aussi, sauf que c'est la femme liquide, avec une solarisation de Man Ray en 1929. Là, le photogramme,
L'idée simplement de poser des choses et d'allumer la lumière, le truc qu'on a tous fait en centre de loisirs ou à l'école, mais que Man Ray va vraiment mettre au goût du jour. Dora Maar, ici, qui essaye, là, plus une technique où on prend, c'est pas vraiment de la technique, on prend des éléments bizarres. Ce personnage qui a la tête dans le trottoir, c'est dans la bizarrerie. Là, pareil, Henri Cartier-Bresson, qui n'a jamais foncièrement été un surréaliste, mais qui, pour le coup, fait du surréalisme avec ce rideau qui arrive directement devant la tête d'un personnage qui lit le journal, et on a plus l'impression que c'est un monstre, un crocodile ou je sais pas quoi. Et là, avec André Kerstès, simplement des photos prises dans des miroirs déformants. Donc voilà comment il procédait. On voit vraiment la différence que ça peut faire. Et puis je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci Carole, ce podcast est à présent terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous très vite pour des prochaines aventures autour des arts plastiques. À très bientôt.